Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre édition du 30 janvier 2022 de cette semaine d'Andautré, une émission qui vous résume un peu l'actualité qui s'est déroulée cette semaine. Dans un premier temps, nous avons eu une rencontre avec M. Yves Perron. On vous présente l'entrevue intégrale qui parle du problème qu'ont les demandeurs d'assurance emploi. Donc, leur demande, elle est vraiment retardée. On y parle peut-être jusqu'à 12 semaines avant de recevoir une réponse de Assurance emploi. Les raisons invoquées, vérification pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude dans ces demandes et que les gens sont vraiment légitimes. M. Perron et M. Gabriel de Sainte-Marie invitent la population à venir les rencontrer et ils disent qu'ils peuvent aider les cas de demandeurs d'assurance emploi qui ont de la difficulté à recevoir ces sommes-là. Dans un autre ordre d'idée, un sujet qui était à la mode dans Saint-Ignace de Loyola au cours de la semaine. Dimanche dernier a eu lieu une présentation en Zoom du suivi concernant la salle communautaire. Donc, on se rappelle que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a fait premièrement une consultation publique à savoir si on gardait l'église compte tenu des frais et compte tenu des coûts pour réaménager, pour remettre aux normes l'église. Dans cette période-là, la décision avait été prise de démolir l'église et de construire un centre communautaire. Des subventions sont accessibles à la municipalité de Saint-Ignace pour lui permettre de diriger un nouveau centre communautaire et dimanche avait lieu la présentation de l'avancement des travaux. Donc, on nous a présenté les nouveaux plans concernant le centre communautaire, l'expression des besoins de la municipalité. Par la suite, il a été question des coûts. On comprend qu'à cause de la COVID et à cause de plusieurs autres événements, les coûts ont bondi pour la construction. Parallèlement à ça, il y a eu aussi des augmentations de subventions et par la suite, on a parlé aussi du coût de financement, du financement de la fameuse dette qui serait reliée à ce projet. Jusqu'à présent, les informations que nous avons, c'est que la municipalité va aller en appel d'offres dans les prochains jours, les prochaines semaines, et par la suite, des décisions devront être prises suite à l'ouverture des enveloppes pour cette demande de soumission. Ce sera un gros dossier à suivre en 2022 et on prévoit que le bâtiment serait érigé en 2023. Maintenant, c'était encore la saison des budgets. On se rappelle qu'à cause des élections municipales de novembre dernier, les règles au niveau du ministère de l'Habitation et des municipalités au gouvernement du Québec, ils permettent l'adoption des budgets maintenant jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Cette semaine, ce fut la Visitation de l'île du Pas qui a adopté son budget le 24 janvier dernier, donc lundi soir dernier. Nous vous présenterons des extraits de cette adoption de budget qui encore là, les réunions ont lieu en Zoom à cause des règles de la COVID. Donc, c'est une présentation faite par M. Alain Goyette, maire de la Visitation de l'île du Pas et son équipe. Nous allons maintenant, en terminant, vous parler d'une autre situation qui se passe présentement. On parle des avis d'augmentation de loyer. Nous avons rencontré Mme Amélie Pelland, qui est la directrice générale la coordonnatrice directrice générale de Action Logement Lanaudière, qui est venue nous parler dans un premier temps des avis d'augmentation de loyer, quels taux sont préconisés par le gouvernement, donc l'ancien Régie du logement maintenant, qui est le tribunal administratif du logement, a cette semaine présenté quels sont les taux moyens acceptables d'augmentation si le logement est chauffé, non chauffé, de quelle façon il est chauffé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, le propriétaire doit envoyer, s'il le désire, un avis d'augmentation de loyer. Et l'avis d'augmentation de loyer doit tenir compte de certains critères et s'il y a eu des réparations ou des augmentations de taxes, d'assurance, des choses comme ça. Donc, à Action Logement Lanaudière, ils sont à l'affût des nouvelles
demande que peuvent avoir les propriétaires. Ils sont prêts, comme toujours, à aider les locataires à vérifier, à s'assurer que l'augmentation, elle est vraiment justifiée. Et nous avons parlé aussi de deux situations qui, autant dans la Naudière et partout dans la province qu'on vit, à l'effet que les nouveaux logements, on pourrait dire les bâtisses neuves là, de location, offertes en location, qui ont moins de 5 ans, le propriétaire a la possibilité, s'il coche certains points dans le bail que vous avez signé, d'augmenter à sa guise, donc pendant 50 ans, le loyer. Donc, on pourrait parler d'un loyer qui, au prime abord, est de 1200, 1000 1200 par mois. Et pour les 5 premières années d'un nouveau bâtiment, il peut l'augmenter à sa guise. Donc, dans 5 ans, le même loyer pourrait être rendu à 2000 2200 Cette pratique, elle est souvent contestée parce que justement, les propriétaires tiennent compte de cette clause, cette dérogation qui est prévue dans la loi pour offrir un loyer, on pourrait dire abordable, un bon loyer, et par la suite en profiter pendant les 5 premières années pour l'augmenter. Deuxième situation que nous vivons aussi dans la Naudière et partout, on pourrait parler des clauses qui permettent aux personnes aînées, donc on parle des personnes de 70 ans et plus, qui ont des droits quand ils sont locataires, le pouvoir des évincer, de faire une éviction pour pouvoir remplacer ce locataire-là par soit de la famille, soit pour rénovation, des choses comme ça. Il y a des règles maintenant qui sont été établies par la Régie du logement, anciennement et maintenant le tribunal administratif du logement, qui ne permet pas de pouvoir, on pourrait dire, sortir un locataire aîné de son logement. C'est quelques sujets que nous allons parler cette semaine dans Dautré. On vous rappelle que cette émission est présentée à tous les dimanches, une fois par semaine, et que c'est votre résumé de la semaine. On vous invite à écouter notre émission cette semaine et nous serons de retour en février pour une nouvelle édition de cette semaine dans Dautré. D'ici là, portez-vous bien. Relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Il sera soumis pour adoption lors de la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal le 7 février 2022. Le règlement 293-2022 décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Qui fait l'avis de motion? André Rondeau. Je fais l'avis de motion. Fait que M. André Rondeau fait avis de motion et dépose le projet de règlement. Ce règlement-là, à partir de maintenant, vous allez pouvoir consulter ce projet de règlement-là. Est-ce que, Nancy, tu vas en faire un résumé un peu? Ah, mon Dieu, attends un petit peu. Il est très frais, hein? Je le connais pas tant. Ça sera pas long. En fait, ce qui est les grandes lignes qui changeaient, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est électronique, là, dans le fond. C'est que même quand nos discussions envers les citoyens, les élus, toute personne de la municipalité, même dans nos échanges, qu'elles soient là, par Facebook ou via notre site web, ça, c'est l'ajout, là, dans le fond, qui est ici. Ensuite, il y a au niveau de mon titre, qui est maintenant directrice générale, secrétaire trésorière. Là, il parle plus de greffier trésorier. Donc, ça qui va changer. Donc, c'est pas mal les grandes lignes, là, si je fais un résumé rapide, là. C'est pas mal là-dessus. Puis, il y avait aussi, un petit peu, je ne le retrouve pas par exprès. Ben, je peux nommer les grands thèmes. Hein, oui, vas-y. Les grands thèmes, ça régit les conflits d'intérêts des employés municipaux. Ça légifère sur les avantages qu'un employé municipal pourrait obtenir en vertu de son emploi. Ça impose la discrétion et la confidentialité. Ça décrit, ça empêche l'usage des ressources de la municipalité à des fins personnelles. Ça impose le respect entre les personnes. Ça donne l'obligation de loyauté envers l'employeur qui est la municipalité.
Ça impose la sobriété, surtout qu'avec les nouvelles lois qui ont été changées, ça ne l'applique pas juste à l'alcool, ça l'applique aux drogues aussi. Règle 8, annonce lors d'activités de financement politique. Fait que, c'est-à-dire que les employés municipaux ne peuvent pas se mêler d'activités politiques. Donc, on était à 4.8, qui est le décret de population. Donc, vous avez tous reçu copie. Donc, évidemment, c'est le décret de la population 2022 pour l'ensemble de nos municipalités. Donc, ça me prend un proposeur pour le dépôt, M. Barthes, appuyé par M. Goyette. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.9, règlement numéro 296. C'est un règlement prévoyant l'établissement des codes parts. Oui. Oui, M. Bérard, excusez. J'avais levé la main. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon angle pour me voir des fois. Ah, ben, mon écran est grand, mais je vois tout le monde, là, mais. Je veux juste savoir si, avec le dépôt de ce décret-là, est-ce que ça change les votes à la table d'un MRC? Effectivement, le décret de population. Vous avez raison, M. Bérard. Le décret de population, c'est prévu dans la loi. C'est le décret de population qui détermine le poids relatif des différentes municipalités au sein de la MRC lors des votes. Est-ce que cette année, ça change de quoi, ce dépôt-là? Pardon? Ben, en réalité, M. Bérard, c'est une loi. Hein? Ce décret-là, ce dépôt-là et ce décret de population, ce n'est pas un choix de la MRC. Mais ça ne change rien cette année. C'est ça que M. fait le vote. Mais pour que, exemple, la Valtrie, quand on vote, ça l'équivaut à 3 voix. Alors, il fallait être au-dessus du 15 000, on est à 14 966. Quand on va tomber à 15 000, oui, la Valtrie se retrouverait avec 4 voix. Par contre, là où ça peut faire une différence, c'est que si dans la majorité, la MRC, c'est 45 000 de population, s'il y a une majorité de villes qui votaient contre, dont, je ne sais pas, moi, exemple, la Valtrie, puis on se retrouve, mettons, Lanoret, on voterait contre quelque chose, puis on représenterait au-dessus de 50 de la population, ça peut défaire un vote, parce que c'est nos votes plus et population. C'est ça, M. Tremblay? Effectivement, pour qu'une résolution, sauf exception, il y a quelques exceptions, là, mais pour qu'une résolution soit acceptée, majorité des votes, puis les maires qui votent pour la résolution doivent représenter la majorité de la population de la MRC. Donc, évidemment, quand il y a des petites différences, là, a priori, ça n'a pas d'impact, mais dans un vote serré, ça pourrait avoir un impact. Merci. Ça répond à votre question, M. Bérard? Oui, merci. Bonne question. M. Perrault, vous aviez une question? En fait, je pense que M. Bérard, la question, c'est cette année, avec le décret, est-ce que ça faisait justement qu'il y avait des municipalités qui atteignaient un vote, qui auraient des votes de plus, mais cette année, il n'y en a pas de changement. Non. Le seul changement, c'est vraiment sur la partie de population. Bonjour, je suis en compagnie d'Amélie Pelland. Bonjour, Amélie, qui est la coordonnatrice d'Action Logement Lanaudière, mais aussi tu es intervenante là, pour différentes MRC parce que vous couvrez quand même 6 MRC ici dans la région. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, on couvre toute la région de la Lanaudière, les 57 municipalités. Donc, c'est quand même beaucoup de travail de supervision. Et on va parler aujourd'hui, on a reçu la semaine dernière les calculs d'augmentation de loyer. Donc, on va faire une entrevue, on pourrait dire synthèse, si tu veux, Amélie, parler de qu'est-ce qui se passe au niveau du logement, parce qu'on pourrait dire, c'est pas nécessairement les loyers modiques, ça touche tout le monde. Toute personne qui est avec une relation locataire et locataire doit être au courant de la situation, comment ça fonctionne. Exactement. C'est sûr qu'à chaque année, là, le tribunal administratif du logement va sortir des pourcentages d'estimation pour aider, entre autres, les locataires à évaluer si la hausse de loyer proposée par le propriétaire est juste et raisonnable. Donc, pour cette année, pour les locataires qui assument les frais de chauffage, on parle d'une estimation de 1,28 %. Pour les logements dont le chauffage est inclus pour l'électricité, on parle de 1,34 %.
Donc, si on résume, quand tu parles de 1% pour un loyer de 1 000 $, mettons qu'on fait un chiffron, ça serait une quinzaine de dollars d'augmentation mensuellement. C'est bien ça? Ça peut être plus parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut aussi tenir en compte en dehors des pourcentages. Okay. Donc là, pour le logement inclus au niveau du gaz, c'est 1,91% et pour le mazout, 3,73%. C'est sûr que nous, on aide les locataires à faire l'estimation, donc ils peuvent communiquer avec nous pour évaluer si la hausse est abusive ou non, mais il faut savoir qu'on ne peut pas tenir uniquement compte du pourcentage. Okay. Les locataires doivent aussi vérifier s'il y a eu une hausse des augmentations des taxes municipales et scolaires. Okay. Et il faut aussi tenir compte des travaux. Donc, s'il y a eu des travaux dans l'appartement ou dans l'immeuble, on doit multiplier par un pourcentage pour évaluer qu'est-ce que ça peut représenter comme hausse. Malheureusement, on n'a pas toutes les informations que le propriétaire possède, comme par exemple l'augmentation des assurances, du déneigement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une estimation. Donc, on ne peut pas se fier uniquement au pourcentage. Okay. Puis, on invite les gens à aller sur notre site Internet, www.logementlanaudière.org, parce qu'on a des ateliers qui expliquent aux locataires comment évaluer leur hausse de loyer. C'est ça. Et t'expliques aussi la question des travaux. Parce que juste mettre de la peinture, c'est pas nécessairement, c'est vraiment des travaux d'amélioration de la bâtisse. C'est ça, pour les changements de fenêtres, un examen, des choses comme ça, là. C'est ça. Il faut que ce soit des travaux qui ont été faits dans l'année précédente, donc en date d'aujourd'hui, donc des travaux qui ont été faits en 2021. Et il faut savoir que le propriétaire ne peut pas charger la facture des travaux au complet. Donc, c'est réparti sur plusieurs années. Donc, souvent, quand il y a des hausses de loyer importantes, ce n'est pas uniquement à cause des travaux, mais beaucoup parce qu'il y a eu une hausse des taxes importantes. Puis, par rapport aux travaux, qu'est-ce qui va faire plus augmenter le loyer? C'est, par exemple, si la toiture a été refaite, les balcons. Donc, on parle vraiment de travaux majeurs, là. De petits travaux, c'est pas ça qui va faire astronomiquement augmenter le loyer, là. Par exemple, changer une toilette, c'est quand même pas des choses qui vont faire beaucoup augmenter le loyer. Okay. À ce niveau-là, les propriétaires ont jusqu'à quelle date, mettons qu'on prend la base que tous les loyers sont au 1er juillet, donc ils ont jusqu'à quelle date pour envoyer leur avis d'augmentation et par la suite, on a jusqu'à quelle date pour dire on reste ou on reste pas? Parfait. C'est sûr que tout dépend de la durée et de la date de fin de bail, mais si on parle d'un bail typique là, du 1er juillet au 30 juin, normalement, c'est entre le 1er janvier et le 31 mars qu'un propriétaire peut envoyer un avis d'augmentation de loyer ou de modification de bail. À ce moment-là, le locataire a 30 jours pour répondre. Il a l'option d'accepter, il a l'option de refuser et déménager, mais il a aussi l'option de dire qu'il souhaite renouveler son bail, mais qu'il refuse l'augmentation de loyer s'il juge qu'elle n'est pas raisonnable. Et il faut savoir que le propriétaire pourrait tenter de modifier d'autres clauses du bail aussi à ce moment-là, ce qui est plus rare, mais il pourrait tenter, par exemple, je ne sais pas moi, de vouloir retirer un stationnement, retirer le droit des animaux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire, mais il faut être vigilant parce que si le propriétaire change des choses comme la durée du bail, par exemple, bien, comme locataire, on a le droit aussi de dire « je refuse ce changement-là » si c'est une perte de droit pour nous. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on se parle, parce que ça fait beaucoup la manchette, on peut en parler, les fameuses grosses augmentations qu'on parle de loyer, pas la tendance, mais on pourrait dire, je connais un exemple, je pense le cas de Saint-Calix, là, qui a eu beaucoup de choses l'année passée et tout, c'est qu'un logement neuf, il y a une clause particulière pour le propriétaire qui peut augmenter. Ça peut être de façon abusive, là. Je ne veux pas dire que c'est légal, mais qu'il y a des nouvelles tactiques que les propriétaires peuvent utiliser quand c'est une habitation neuve. C'est bien ça? Exact. En fait, c'est une loi qui existe depuis longtemps, mais c'est sûr qu'actuellement, vu qu'il y a une pénurie de logements, les propriétaires vont davantage l'utiliser. Donc, il faut savoir que quand on loue un logement qui est récemment construit, qui a moins de 5 ans, malheureusement, c'est une exception dans la loi où on ne peut pas contester l'augmentation de loyer. Ou encore si auparavant c'était du commercial puis ça a été reconverti en du résidentiel depuis moins de 5 ans. Par contre, le propriétaire a l'obligation légale à la signature du bail de remplir la section F du bail afin que le locataire sache dans quoi il s'embarque lorsqu'il décide d'emménager dans ce logement-là. Le problème, c'est que la plupart des locataires ne connaissent pas bien cette loi-là et ne vont pas nécessairement porter attention à la section F
de leur bail. C'est dans cette section-là que le propriétaire peut déclarer si c'est un immeuble récemment construit. Donc, c'est sûr que si on reçoit une augmentation de loyer assez astronomique, c'est un bon réflexe d'aller vérifier sa section F du bail, parce que si elle est remplie et que la période de 5 ans n'est pas encore écoulée, malheureusement, on ne peut pas contester l'augmentation de loyer, ce qui signifie qu'on doit l'accepter ou déménager. Et c'est très préoccupant, car dernièrement, on a eu plusieurs locataires dans cette situation-là qui ont eu des hausses de 200, 300, 400, 500 $ de plus par mois. Et malheureusement, ils ne pouvaient pas contester. Bien sûr, il y a des exceptions. Si, par exemple, c'est le seul locataire dans l'immeuble qui est visé, il y a des cas de jurisprudence où certains locataires ont pu gagner parce qu'on a pu démontrer la mauvaise foi du propriétaire, mais disons que dans 99% des cas, on ne peut pas contester quand ça a été bien rempli, la section, et que c'est vrai que c'est un immeuble de moins de 5 ans. Durant les 5 premières années, on ne peut pas contester. Par contre, après 5 ans, on retombe dans les critères normaux. Donc, oui, le locataire va pouvoir contester les hausses de loyer. Donc, si je comprends bien, ton 5 ans, c'est 5 ans à partir de la date de la première habitation. Je vais te poser, peut-être je suis technique, mais dans le sens, tu sais, un propriétaire bâti en 2020, OK, puis il met dans le fond sa location à partir de janvier 2021, parce qu'il faut comprendre que ça se bâtit pas dans le même temps. Normalement, c'est à partir de la date que le logement est prêt. Parce que ça se peut que dans l'immeuble, il y en a un qui était prêt une année avant, oui, ben c'est ça, une autre année après. Là. Donc oui, c'est la date que l'immeuble est prêt. Et est-ce que ça s'applique seulement aux premiers locataires ou c'est les locataires dans les 5 années? Dans les 5 premières années, il pourrait changer 5 fois de locataire et à chaque fois, vu que c'est une bâtisse récente de 5 ans et moins, il y a cette clause-là, si elle est cochée, qui peut être utilisée. Ça s'applique à tous les locataires. Donc, si par exemple, un locataire reste la première année puis décide de s'en aller, bien, le nouveau qui arrive la deuxième année, bien, si la section F est remplie et que la période de 5 ans n'est pas écoulée, bien, ça s'applique aussi à lui tant que la période de 5 ans n'est pas écoulée. Mais attention, si un propriétaire n'a pas rempli cette section-là, il ne peut pas se prévaloir de ce droit-là par la suite parce que c'est extrêmement grave de ne pas l'avoir déclaré. Okay. Mais nous, on aimerait qu'il y ait une obligation légale que le propriétaire le nomme durant la signature du bail parce qu'actuellement, ils ont juste l'obligation de l'écrire dans le document, mais il y a peu de gens qui vont lire cette section-là ou qui vont bien comprendre ce que ça implique. Donc, nous, on aimerait que ce soit une obligation légale du propriétaire de dire, vous savez, les 5 premières années, je peux augmenter comme je veux, mais malheureusement, pour l'instant, en dehors de remplir cette section-là, il n'y a pas d'autre obligation. Que là, je vais me faire l'avocat du diable ou non, tu comprends? Ça voudrait dire que dans la première année, quand tu me parles d'augmentation abusive, un loyer maintenant qui est de 1200 ou 1000 $ pourrait tomber à 2000 $ dans l'espace de 5 ans. C'est assez effrayant, là. Tu sais, je te dirais. C'est vraiment effrayant, puis on trouve ça vraiment horrible parce que souvent, c'est une tactique des propriétaires. Ils vont faire des loyers qui sont moins dispendieux la première année. Qui vont attirer plus de personnes qui vont louer ces logements-là. Et la deuxième année, les personnes qui reçoivent ces hausses-là, ben, ils n'ont comme pas trop le choix d'accepter parce qu'avec la pénurie de logements, ils n'arrivent pas à trouver un autre logement ailleurs où ça implique parfois de déménager, de changer les enfants d'école, de changer de travail. Donc, avec la pénurie de logements, souvent les locataires se sont un peu pris au piège d'accepter ces hausses de loyer-là faramineuses parce qu'ils ne trouveront pas nécessairement un autre logement. L'autre problématique que l'on vit, qu'on entend parler, quand tantôt tu me parles de pénurie de logements et tout, c'est les fameuses, qu'est-ce qu'on entend, les rénovictions. C'est pas juste à Montréal que ça se passe. Je pense qu'on le vit aussi en région et tout. Et il y a quand même des clauses encore là qui peuvent être appliquées. Là. Je pense, c'est 71 ans ou 72 ans, une personne qui est aînée ne peut pas être évincée, même dans le cas d'une revente d'un logement, d'une propriété. Hein? Oui, bien c'est ça. En fait, c'est qu'il faut savoir que normalement, un locataire a le droit au maintien des lieux, mais il y a quelques exceptions dans la loi où un propriétaire pourrait exiger qu'un locataire quitte. Une de ces exceptions-là, c'est la reprise de logement qu'on a vu beaucoup dans la région dans les dernières années. Donc, c'est un propriétaire qui dit qu'il veut reprendre le logement pour l'habiter ou mettre quelqu'un de sa famille. On voit un phénomène d'exode. Il y a beaucoup de personnes de Montréal qui souhaitent demeurer en région. Donc, on en voit beaucoup qui achètent des maisons qui étaient louées par des locataires et qui leur demandent de partir. Ça, on en voit de plus en plus. Mais on voit aussi des propriétaires qui utilisent les reprises de logements pour ensuite rehausser les loyers, ce qui est complètement illégal.
comme pratique et ils peuvent même se faire réclamer des dédommagements. Mais en effet, il y a une exception dans la loi depuis quelques années là, pour protéger les locataires aînés en situation de vulnérabilité. Donc, si la personne qui demeure le logement est une personne âgée de plus de 70 ans, que ça fait 10 ans et plus qu'elle habite dans son logement et qu'elle est à faible revenu, le faible revenu est identifié comme étant une personne qui serait admissible, par exemple, pour un HLM, mais à ce moment-là, le propriétaire ne pourrait pas reprendre le logement pour l'habiter ou encore faire une éviction pour changement d'affectation, subdivision, agrandissement du logement. Okay. Par contre, il y a des exceptions à ça. Là c'est un petit peu plus complexe, là, mais si un propriétaire serait lui-même âgé de plus de 70 ans, bon, il y a quand même des exceptions, aux exceptions, si je peux dire. Oui, je comprends. Ça. Mais c'est quand même des droits à savoir. C'est quand même des choses à savoir parce que c'est important. Bonjour, M. Perron. Aujourd'hui, on va parler d'assurance emploi, d'assurance chômage, comme on est habitué d'en entendre parler un petit peu. On sait que, justement, les travailleurs qui ont été affectés par, justement, les grosses fermetures qu'il y a eu au mois de décembre ici au Québec ont en majorité fait des demandes d'assurance emploi. Et là où le bas blesse, c'est la détermination de l'éligibilité à l'assurance emploi. C'est ça que je comprends dans le communiqué que vous nous avez envoyé. Et vu que les sites ont été un peu, on pourrait dire le mot hackés dernièrement, Emploi Canada, je pense qu'ils font preuve de zèle. Hein, on pourrait dire ça, d'un petit peu trop de zèle. En fait, ils font puis ils travaillent pas vite. Le gros enjeu, là, c'est que ça travaille pas vite, puis je pense qu'il manque de ressources. Puis là, nous, c'est un signal d'alarme, dans le fond, qu'on a lancé. On a rencontré les gens d'Action Chômage de Trois-Rivières, d'ailleurs, la semaine dernière, à ce sujet-là. Et on a fait des sorties là, dans nos deux secteurs parce que c'est inadmissible. Là, on a des gens qui perdent leur emploi, qui font une demande d'assurance emploi, puis c'est pas traité. On parle de délai, là, Mme Yvon, jusqu'à 12 semaines. Quand tu viens de perdre ton emploi, déjà que tu as droit juste à 55 de ton salaire, c'est correct, là, mais c'est un régime d'assurance que les personnes payent depuis de nombreuses années. C'est pas un privilège, c'est un droit. Tu as acheté une assurance. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'on se choque de même sur l'assurance emploi. C'est pas un cadeau du gouvernement, cette affaire-là. Là. On l'a payé. Puis là, ça prend 12 semaines. Hey, 12 semaines, là, c'est long. Là. Quand tu as un loyer à payer, tu viens de perdre ta job, tu n'as peut-être pas d'économie. Et là, les gens s'endettent sur des cartes de crédit. C'est complètement ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis les seuls cas qu'on réussit à régler, c'est des fois où on peut certifier que c'est un cas. On nous pose la question quand on appelle les préposés, est-ce que c'est un cas humanitaire? Bien, c'est tous des cas humanitaires, tous des humains. Et un cas humanitaire, pour eux autres, c'est une personne qui est plus capable de faire l'épicerie. Là, on réussit à le faire régler si ça prend 2-3 semaines. Sinon, là, si la personne a des économies qui n'est pas sur le bord de mourir de la faim, bien là, il va attendre 12 semaines. Ça n'a pas de bon sens. Et la plupart de ces délais-là sont provoqués parce qu'il y a eu beaucoup de cas de fraude. On se souviendra, là, les fuites de données, entre autres chez Desjardins, des trucs comme ça, ça a donné lieu à il y a eu des fraudes. Et plutôt que de présumer que les gens sont honnêtes et puis de traiter les demandes d'honnêtes citoyens, qui sont des travailleurs, qui se lèvent le matin, qui font rouler l'économie du Québec, je m'excuse, j'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça, mais c'est révoltant, là. Ben, on présume qu'ils sont des fraudeurs. Puis là, on met des enquêteurs pour être sûr que c'est les bonnes personnes. C'est ça qui allonge les délais. Alors, le message que moi, je lance au gouvernement, là, c'est leur argent, là, puis c'est un régime d'assurance. Payez donc le monde quand ils en ont besoin, là, puis vous ferez vos enquêtes dans le temps que ça vous prendra parce que ça ne travaille pas vite. Là. Puis si jamais vous avez des sommes à récupérer, vous viendrez les récupérer. C'est pas comme si l'État n'avait pas les moyens non plus de récupérer ces sommes, ne serait-ce que sur les rapports d'impôts ou quoi que ce soit. Là. Les gens ils ont besoin, tu viens de perdre ta job, le principe d'assurance emploi, tu as perdu ton travail, tu n'as plus de revenus. Ouf, une chance, j'ai ça, j'ai un petit 55% qui va me permettre de me retourner de bord, de me placer ailleurs, d'avoir un emploi qui correspond à mes compétences. Tout le principe de l'assurance emploi, c'est ça, là. Je me suis emporté un peu, là, mais c'est pas mal ça. C'est bien. Parce que quand tu me parles de 12 semaines, donc tu englobles beaucoup les travailleurs saisonniers, là, qu'il y a eu la fin de saison, septembre-octobre, si on inclut ça, il y a des travailleurs saisonniers aussi qui sont, je ne te dirais pas des réclamations récurrentes, mais il y a des travailleurs saisonniers qu'on sait que rendu à l'automne, rendu au mois d'octobre, novembre, bien, ce genre de commerce-là, qu'on parle de
donner un exemple des fruiteries, peut-être les agriculteurs, des choses comme ça. Eux autres, c'est comme dans leur budget aussi d'être rémunérés par l'assurance chômage parce qu'ils ont... C'est la réalité, là. Le tourisme termine. Ça fait partie, oui, de la réalité régionale de plusieurs régions du Québec, mais au-delà de ça, le fait que vous me parliez des travailleurs saisonniers, ça me ramène aussi à notre demande fondamentale qu'on porte depuis plusieurs années de réforme en profondeur de l'assurance-emploi pour combler, entre autres, les fameux trous noirs, là, ces travailleurs saisonniers-là, qui c'est à chaque année, puis qui se retrouvent avec une période que là, le chômage est fini, le travail n'est pas commencé, ils se retrouvent sans revenus. Ça, c'est un autre truc. Les femmes, vous avez vu récemment, il y a une décision de tribunal là, qui a été favorable aux femmes qui perdent leur emploi après un congé de maternité, puis là, ils n'ont pas assez de semaines. Bien, ça a été jugé discriminatoire. Donc, ça, c'est un autre changement à apporter. Je pourrais vous parler des gens qui sont en assurance maladie. Hein? Quelqu'un, là, ça fait 25 ans qu'il travaille à la même place, qui a toujours payé de l'assurance-emploi, pogne un cancer. Il n'a pas choisi de pogner le cancer, la personne. Là, il fait de la chimiothérapie. Là. La chimiothérapie, pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, ça veut dire avoir à peine la force de sortir de ton lit, perdre tes cheveux, perdre du poids à vue d'œil, puis toujours pas avoir le goût de vomir quand tu te lèves le matin. C'est ça de la chimiothérapie. Bien, on dit à ces gens-là, qui ont payé pendant 25-30 ans de chômage, ben, tu as droit à 15 semaines. Arrange-toi pour être guéri après 15 semaines. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, le cancer. Et le projet de loi Émilie Sans Façon, c'est dans cette optique-là. On va le reproposer. On trouve que ces gens-là devraient avoir 50 semaines, comme tout le monde. Il a perdu son emploi contre son gré. C'est un régime. Ça s'appelle assurance-emploi. C'est ça. C'est ça le but. Fait que, on va travailler, on va continuer à pousser fort là-dessus. C'est ça. Puis parallèlement, bien, on se rappelle qu'en novembre-décembre, encore là, les agents d'assurance-emploi du Canada ont commencé à traquer les faux PCU ou les faux montants reçus en trop. Ils exigeaient les paiements aussi en date de décembre. Là, si je me souviens bien, là, il y a eu cette chose-là aussi, on peut parler vraiment d'une insensibilité au niveau d'Emploi Canada, que du jour au lendemain, il s'est réveillé puis dire, là, il faut faire des contrôles, il faut faire attention, on se fait critiquer, mais c'est parce que la procédure n'est pas, comment je me devais dire, n'est pas legit, là. Comment je pourrais dire ça? Du jour au lendemain, on est parti avec beaucoup moi, je pense, de donner de l'argent. Puis là, aujourd'hui, il faut essayer de couper comme il y avait dans le temps qu'on a déjà vécu, là, que ça prenait des périodes très longues avant d'avoir son premier chèque d'assurance-emploi. Absolument, absolument. Puis quand vous parlez des coupures pour la PCU, entre autres au niveau du supplément de revenu garanti, vous savez qu'on a mené la lutte depuis longtemps. Puis avant la campagne électorale, on avait sonné l'alarme. Pendant la campagne électorale, on a sonné l'alarme. Pendant la campagne électorale, on se faisait répondre par les bureaux de ministres qu'on est en période de transition. On verra ça après la campagne, alors que les gens ne peuvent pas faire leur épicerie. C'est capoté, là. Puis c'est des gens, là, j'ai sûrement déjà donné l'exemple. Par exemple, quelqu'un qui a une pension de vieillesse, c'est pas assez pour vivre décemment. C'est pas pour rien qu'on veut l'augmenter. C'est une autre de nos demandes. Mais là, cette personne-là, il a le supplément de revenu garanti, puis il pompisse 2 jours par semaine dans une station d'essence. Là, il perd son travail à cause de la COVID. Il a le droit d'avoir le PCU. Il est content, il prend la PCU, mais c'est plus d'argent que ce qu'il fait d'habitude. Mais là, c'est pas de sa faute à lui, là. C'est le montant d'argent qui a été fixé par Ottawa. Là, cette année, cette personne-là se fait dire, tu n'as pas le droit d'avoir le supplément de revenu garanti parce que l'année passée, tu as fait trop d'argent. Là, il y a une façon, il y a un formulaire à remplir pour dire, on ne prend pas le revenu de l'année passée, mais on prend mon revenu, mes prévisions de revenus de cette année pour que j'ai droit au soutien. Mais là, ça dépendait. Si c'était Service Canada qui t'avait donné ta PCU, tu avais le droit au formulaire. Mais si ça venait de Revenu Canada, qui est le même chèque de PCU, là, tu n'avais pas le droit au formulaire. Tu sais, les 12 travaux d'Astérix. Oui, c'est ça. Et c'est constant, là, c'est constant, ça. Puis comment est-ce qu'on peut concevoir qu'on coupe quelqu'un qui reçoit 900$ par mois, là, on le coupe à 600$ par mois, alors qu'on a prétendument aidé tout le monde de façon extrêmement généreuse dans la période de la COVID et que le bon gouvernement fédéral a dépensé 8$ sur 10 pendant la COVID et que c'est le meilleur gouvernement. Voulez-vous que je vous le dise, Mme Hibon, pourquoi le fédéral a dépensé 8$ sur 10 dans l'aide? C'est parce que c'est lui qui a de la marge budgétaire. Parce que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on est en déficit au niveau, on parle du déficit, de déséquilibre fiscal. Ottawa prend la moitié de nos impôts, puis ils n'ont pas besoin de la moitié de l'argent parce qu'ils n'ont pas la moitié des responsabilités. 80% et plus des responsabilités, c'est à Québec. La santé, l'éducation, c'est ça les grosses dépenses. Fait que les gouvernements des provinces, puis du Québec, puis des territoires, sont tout le temps la ceinture serrée
Puis le bon fédéral, il sort sur son balcon une bonne journée, puis il annonce une coupe de millions, puis là, il paraît bien, puis il va chercher des votes. C'est ça le système fédéral dans lequel on vit. Fait que c'est pas pour rien qu'on parle d'indépendance du Québec une fois de temps en temps, nous autres. Ben oui. Rapatrier nos taxes, nos impôts, puis contrôler nos affaires. Puis quand il y aura des choses qui ne fonctionneront pas, on aura les moyens de le changer, à la place de là être obligé de se battre avec un autre palier de gouvernement où on est minoritaire comme nation, parce qu'on est on n'est pas beaucoup là, sur les 338, on est 32 bloquistes. Là. Donc, on tient notre bout, là, on fait une différence, mais au bout de la ligne, la solution, c'est l'indépendance du Québec. Là. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de ça. Ben, c'est bien. On part l'année, il n'y a pas de problème, M. Perron. Donc, si on résume, ben, c'est un communiqué conjoint que vous aviez fait avec M. Gabriel Sainte-Marie du comté de Joliette, ouais. Et vous invitez la population à se renseigner, à aller vous rencontrer aussi, parce que vous pensez que vous pouvez avoir, comment je peux dire ça, un effet positif sur cette situation-là. Mettons qu'on pourrait dire... Ben, en fait, plus souvent qu'autrement, oui. Puis, si vous êtes mal pris, si vous avez de la difficulté, si vous trouvez que les réponses du gouvernement ne sont pas cohérentes, n'hésitez pas à avoir recours à vos députés, que ce soit Gabriel, que ce soit moi ou que ce soit René Villemur dans l'autre partie du comté de Berthier-Masquinongé. Vos députés sont là pour vous. Et puis, on est là pour faciliter là, votre vie, vos contacts avec les paliers gouvernementaux. Puis des fois, ben, ça fait, tu sais, souvent, on va se faire répondre, vous ne pouvez pas accélérer, mais des fois, on appelle, puis c'est drôle, la semaine d'après, c'est réglé. Oui, c'est ça, oui. On ne pouvait pas le faire accélérer, parce qu'on a appelé. C'est un message qu'on lance aux gens, là, quand vous avez des difficultés, n'hésitez pas à avoir recours à nous. La pire chose qui va arriver, c'est qu'on vous dit qu'on ne peut pas rien faire, mais on va vous donner de l'information, on va essayer de vous aider, puis souvent, ben, plus souvent qu'autrement, ça fonctionne. Parce que c'est ça, il faut quand même juste en terminant dire que, je vais dire les méandres, je veux dire la difficulté de rejoindre la bonne personne au bon département à la bonne réponse, c'est pas évident. Là. On sait que quand on fait des téléphones, là, on est stressé, on appelle à ces numéros-là 1-800, là c'est pesé le 1, le 2, le 4, le 6, puis en français, en anglais, ça devient une source de stress aussi. Donc, vous êtes là pour aider les gens, que ce soit sur ces sujets-là. On pourrait dire sur tout autre sujet. Là. Tantôt, vous parliez du supermarché. Tout autre sujet connexe. Mais ça n'empêchera pas que les gens vont devoir appeler. Là. Ouais. Mais ça, on est là pour soutenir, pour informer. Puis, il y a des difficultés qui arrivent aussi quand on se fait répondre des choses différentes par deux agents différents. Oui. Tu appelles 2 jours différents, ça se peut que tu aies 2 réponses différentes. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est ça, essayer d'orienter les gens avec les connaissances qu'on a. Bon, mais on vous remercie beaucoup, M. Perron. Puis encore là, gênez-vous pas. Si vous avez d'autres communiqués à nous transmettre, on est toujours là pour vous parler. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Salut Yves. Bonjour. Bonne chance. Bye-bye. Bye-bye. Merci, là. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Je me présente, Steve Fortier, architecte chez DG3A. On a eu le plaisir de travailler avec la municipalité, justement, pour élaborer des plans pour une base de programme qui était déjà définie par notre architecte. On a retravaillé le concept extérieur majoritairement en fonction des commentaires que la municipalité nous a donnés. Effectivement, vous avez très bien défini au départ là, pour les 3 maisonnettes, là, les trois îlots qu'on voulait exprimer. On a commencé par utiliser le programme
Le centre, ça illustre le local de vie dernière avec plusieurs services sanitaires pour la grande salle. Donc, le centre, lui, on le représente avec un clin de bois horizontal de couleur blanc. Tout en conservant les proportions typiques des maisons, soit qu'on voit souvent soit des portes très bien parlées avec des fenêtres, des alignements très bien précis. Du côté gauche, la troisième résidence donne davantage de services et fonctionnels pour la grande salle. C'est là pourquoi on ne peut pas le marquer avec des spatules ou des fenêtres. Et ce revêtement-là, c'est un parc-sel qui est aussi bien plat. Le tout, c'est des revêtements qui sont très plats dans le temps, qui était primordial pour nous. Et on voit aussi que des touches un petit peu plus chaleureuses, soit un bois de couleur plus naturelle, qu'on vient reprendre dans le soffit du bâtiment, et aussi à l'intérieur, au plafond. On voit ce même bois chaleureux, juste pour ajouter une petite touche là, qui est moins monochrome au bâtiment. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Non, parfait. Donc, le côté monochrome, pour nous, était très intéressant à illustrer sur ce terrain. Et l'implantation est vraiment prise en compte quand on regarde l'église actuellement. Le bâtiment proposé est aligné parfaitement avec les mêmes proportions que l'église, afin de suivre la courbe aussi là, de la rue, ce qui vient créer un espace, on peut le voir davantage dans l'image du milieu, un espace de place publique, place publique, qui fait vraiment le lien avec l'intérieur du bâtiment et toute sa population. Donc, ça crée vraiment une belle visibilité là, malgré ce recul de la rue. Au niveau de la matérialité, si on l'avait couvert, les volumes sont très clairs. Ils sont revêtus de tôle, comme un toit de tôle qui tire vraiment de la typologie locale. Et les murs de chaque côté viennent reprendre cette tôle aussi pour vraiment former une coquille. Donc, pour récapituler, l'hôtel de ville, c'est plus à droite, le centre, beaucoup plus les centres communautaires, avec la grande salle vitrée d'un bord à l'autre, et du côté gauche, un côté plus fonctionnel. Merci. Pour retourner la page. Au mois d'octobre, lors des dépôts des plans à 50%, le montant était rendu à 5 523. Évidemment, vous voyez l'évolution des coûts, mais ça va aussi avec l'évolution du projet où est-ce qu'on définit davantage nos besoins et les prix sont plus à jour et plus équilibrés par rapport au marché. Évidemment, oui, on vit avec la COVID, avec la hausse des matériaux, on en subit les conséquences. On a eu tout dernièrement un autre dépôt de plans à 90% des plans et des coûts estimés le 21 décembre. J'ai fait deux hypothèses. Une hypothèse toujours avec mon 17% et la deuxième hypothèse à 25%. L'architecte et les ingénieurs, eux, y mettent 25%. Donc, c'est le 10% d'administration, comme je vous ai parlé, sauf qu'au lieu de mettre 7% eux d'imprévu, ils en mettent 15%. Généralement, à ce temps-ci de l'année, puisqu'on est prêt de déposer d'aller en appel d'offres, les prix généralement sont équilibrés puis on diminue la contingente. Mais avec le marché qui est toujours incertain, il était comme plus de maintenir le 25% pour avoir plus une idée par rapport au marché et qu'on se rapproche plus des prix réels quand on va ouvrir l'enveloppe les prix au mois de mars. Donc, on varie, dans le fond, vous allez voir que les projections sont faites en fonction soit du 6 millions ou du 6 418 000. Selon l'article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil de municipalité locale doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre,
préparer et adopter le budget de la corporation pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Toutefois, lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, la période est prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Considérant la présentation des prévisions budgétaires 2022 qu'on va faire, c'est-à-dire notre budget 2022 comprend des revenus pour 924 554,14 et des dépenses après affectation du même montant. Les revenus de taxes foncières pour 2022 sont au montant de 633 294,84. Les revenus de taxes d'eau sont à 14 402,53. Excusez-moi, le règlement pour la taxe pour le règlement d'emprunt 277, 14 402,53. La taxe d'eau, 74 145,28. La gestion des boues de fosses septiques, 23 247,23. La taxe des ordures, 55 006,96. Le transfert de subvention, 75 472,58. L'imposition de droits, 26 400. Amende et pénalités, 450. Intérêts et autres revenus, 20 134,72, pour un total des revenus de 924 554,14. La taxe foncière, cette année, de 633 294,84. L'année passée, on allait chercher 566 977. L'administration, en 2022, 55 083,98. Comparativement à 53 118 l'an passé. L'application de la loi, 7 651 cette année, comparativement à 11 091 l'année passée. La gestion financière, 165 485 cette année, comparativement à 156 750 l'année passée. L'évaluation, 12 598 cette année, comparativement à 14 146 l'année passée. Autres revenus, 1550 cette année, 0 l'année passée. Pour l'administration, cette année, les coûts sont de 242 368 comparativement à 235 106. En sécurité publique, la police, 78 125 cette année comparativement à 73 777 l'an passé. C'est une augmentation. La sécurité incendie, 79 746 cette année, comparativement à 82 133 l'année passée. C'est une diminution. La sécurité civile, 5 744 cette année, comparativement à 2 835 l'année passée. C'est une augmentation. Et le total de sécurité publique est de 163 615 cette année, comparativement à 158 745 l'année passée. En voirie municipale, 109 548 cette année, comparativement à 99 859 l'an passé. L'enlèvement de la neige, 70 364 cette année, comparativement à 48 792 l'an dernier. L'éclairage des rues, 15 000 cette année, comparativement à 14 000 l'an passé. Lignage des rues, 5 110 cette année, comparativement à 3 000 l'an passé. Code-part en transport, 12 061 cette année, comparativement à 12 287. 12 061 cette année, comparativement à 12 287 l'an passé. Pour un total en transport de 212 083 cette année, comparativement à 177 939 l'an passé. L'hygiène du milieu eau et égout, 83 385 cette année, comparativement à 88 934 l'an passé. Matières résiduelles, 101 577 cette année, comparativement à 96 394 l'an passé. Cours d'eau, 1211 cette année, comparativement à 906 l'an passé. Le total pour l'hygiène du milieu, 186 173 cette année, comparativement à 186 235 l'an passé. C'est à peu près. Aménagement et urbanisme,
36 152 cette année comparativement à 30 512 l'an passé. Notre part en développement économique, 3 019 cette année comparativement à 2 551 l'an passé. Total aménagement et urbanisme, 39 171 cette année comparativement à 33 063 l'an passé. Centre loisirs et culture, centre communautaire, 5 000 cette année comparativement à 6 382 l'an passé. Parc et terrain de jeu, 13 590 cette année comparativement à 15 001 l'an passé. Autres activités culturelles, 14 350 cette année comparativement à 21 500 l'an passé. Code part activités culturelles, 3 407 cette année comparativement à 2021 l'an passé. La bibliothèque, 5 500 cette année comparativement à 5 300 l'an passé. Total loisirs et culture, 45 938 cette année comparativement à 50 205 l'an passé. Frais de financement, 1 206 cette année, 2 267 l'an passé. Pour un total des charges 2022 de 890 554,14 comparativement à 843 561 et 70 l'an passé. Si on fait une différence entre les deux, c'est-à-dire les revenus moins les dépenses, ça nous donne 34 000 de plus. On va chercher 34 000 de plus que nos dépenses quotidiennes. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 34 000 de plus-là? On rajoute à ça 55 000 qu'on va aller chercher dans nos surplus accumulés et on va le répartir comme suit. On va rembourser de la dette à long terme pour 14 000, puis on va retourner au fonds de roulement 20 000 et le restant va servir à financer nos projets qui sont les suivants. Projet 2022, on va faire un plan pour une virée au bout de la rue de l'Église. On a estimé un montant de 5 000 pour faire les plans et devis. On va améliorer le centre communautaire, notamment par l'ajout d'un bureau et de mobilier pour une estimation de 12 000 On va faire une étude d'égouttement des eaux à l'île Saint-Amour pour un montant de 18 000 Puis on va réinvestir dans le parc, dans l'aire de repos de la commune pour un montant de 20 000 Et on retourne 20 000 dans le fonds de roulement, c'est ce qui balance nos revenus et nos dépenses. Pourquoi on a décidé de vouloir prendre 55 000 dans le fonds de roulement, dans notre surplus accumulé pour injecter des projets? C'est qu'il y a des projets pour lesquels on va avoir des subventions. Par contre, on ne connaît pas le montant de la subvention qu'on va avoir. Fait que, si on n'a pas de subvention et on décide de faire les projets quand même, on va piger 55 000 dans nos surplus accumulés. Mais par contre, si on a des subventions, on va aller en chercher moins dans nos surplus accumulés. Fait que c'est un peu ça. Les deux montants balance. Je vous ai présenté les revenus et les dépenses. Règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice 2022. Bon, il y a des attendus qui font des références juridiques, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance du Conseil tenue le 6 décembre 2021. L'article 1, préambule, fait partie du règlement. L'article 2, une taxe foncière générale de 0,5506 par 100 d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2022 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur. Ça se trouve être une augmentation de 5,16 cents du 100 de l'évaluation. Article 3, qu'une taxe spéciale de 0,01252 par 100 d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2022 sur tous les immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur, de tout tel que décrété par le règlement numéro 277 intitulé « Règlement relatif à des travaux de pulvérisation, de rechargement et d'asphaltage sur le rang Île-du-Pas côté ouest, la rue du Chevalier et la rue Laforêt ». C'est une légère diminution par rapport à l'an passé qui était de 0,0133. Article 5, une compensation annuelle de 164,76 par unité d'occupation soit imposée et prélevée
de tous les propriétaires d'une résidence ou d'un chalet pour la gestion des matières résiduelles. C'est le même prix que l'année passée. Une tarification annuelle de 71,18 soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel n'étant pas raccordé à un réseau d'égout pour la gestion des boues de fosses septiques. C'est la même chose que l'année passée. Une tarification annuelle de 35,59 soit imposée et prélevée de tous les propriétaires d'un bâtiment résidentiel qui est occupé moins de 180 jours consécutifs par année n'étant pas raccordé à un réseau d'égout pour la gestion des boues de fosses septiques. C'est le même montant que l'année passée. Une compensation annuelle de 210 et 64 par une unité d'occupation utilisant le service de distribution de l'eau potable soit imposée et prélevée à tous les propriétaires. C'est le même montant que l'année passée. En plus de cette taxe, pour toute consommation d'eau supérieure à 160 mètres cubes annuellement, il y aurait une taxe additionnelle qui est applicable au taux de 77 cents par mètre cube d'eau excédentaire consommée. C'est la même chose que l'année passée. Pour les exploitations agricoles enregistrées et en usage mixte, résidence et ferme sous la même unité d'évaluation, la compensation annuelle de 210 et 64 par unité d'occupation s'applique pour la résidence. Pour ce qui est de l'excédent d'eau consommée, celle-ci s'applique pour la ferme. C'est la même chose que l'année passée. Article 8, une compensation annuelle de 210 et 64 par unité d'occupation utilisant le service de distribution d'eau potable soit imposée et prélevée à tous les propriétaires dont l'immeuble est situé sur la rue principale. C'est la même chose que l'année passée. En plus de cette taxe pour toute consommation d'eau supérieure à 34 000 gallons annuellement, il y aura une taxe additionnelle qui est applicable au taux de 1,80 $ par 1000 gallons d'eau excédentaire consommée. C'est la même chose que l'année passée. Pour des exploitations agricoles enregistrées et en usage mixte, résidence et ferme sous la même unité d'évaluation, la compensation annuelle de 210 et 64 par unité d'occupation s'applique pour la résidence. Pour ce qui est de l'excédent de consommer, celle-ci s'applique à la ferme. Article 9. Le présent règlement décrète que le compte de taxe sera payable en 6 versements égaux si la totalité de celui-ci est supérieure à 300 $. Ce montant comprend les compensations de taxes foncières régulières et spéciales. Toutes les taxes deviennent, article 10, toutes les taxes deviennent dues et exigibles comme suit. Le premier versement du compte de taxe initial serait échu 30 jours après la date d'envoi du compte de taxe. Le deuxième versement serait échu 45 jours après l'échéance du premier versement. Le troisième versement serait échu 45 jours après l'échéance du deuxième, et ainsi de suite. Le quatrième, 45 jours après le troisième. Le cinquième, 45 jours après le quatrième. Le sixième, 45 jours après le cinquième. Article 11. Lorsqu'un versement n'est pas fait à sa date d'échéance, seul le montant du versement échu sera alors exigible et les intérêts seront calculés seulement sur le versement dû. Un intérêt au taux de 12 % à l'an ou 1 % par mois serait chargé sur tout compte impayé à l'échéance. C'est la même chose que l'année passée. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça, c'est le dépôt du projet. Fait que le règlement, il est déposé, il est public. Si vous voulez consulter le dépôt de ce projet de règlement-là, vous pourrez le consulter. Il sera adopté à une séance ultérieure.